Je veux dire bonjour. Ça peut être bien, effectivement, de saluer l'Assemblée. Bonjour à tous. Voilà, c'est Abdullah. Je suis ingénieur en construction depuis quelques années, depuis 4-5 ans. Voilà, ici, le but de cet exposé, enfin de ce webinaire, comme on dit, c'est un peu de parler des différentes étapes qui ont lieu lors de la construction d'un projet, et en particulier d'un hôpital. De voir quelles sont les étapes cruciales, combien de temps ça prend et par quoi il faut passer obligatoirement. Mais en fait, voilà. Et le deuxième but, je dirais, c'est de voir comment on peut faire pour réagir en cas d'urgence, comme on a eu récemment avec le coronavirus. On a vu dans certains pays, ils ont construit des hôpitaux à une vitesse éclair. Voilà. C'est un peu comparé à une situation normale avec la situation d'urgence. Et donc après, je vais être rejoint normalement par un médecin qui va donner son point de vue plus de médecin pour voir quelles sont les exigences qu'un hôpital doit avoir, doit absolument avoir et doit éventuellement avoir en bonus. Donc voilà. Donc dans un premier temps, voilà, je vais parler du déroulement d'un projet de manière générale. Donc vous voyez bien mes slides? Oui, on voit bien les slides. Donc, voilà, un projet, quel que soit le type de projet, bon, ça part d'une idée. Ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans la construction ou bien quelqu'un qui a juste de l'argent et qui veut le faire fleurir. Donc voilà, ça part de l'idée. Par exemple, quelqu'un qui veut construire des appartements parce qu'il pense qu'il a un bon terrain et ça peut lui apporter de l'argent, ben voilà, c'est une idée. Ça peut être aussi un État qui veut construire un hôpital. Et donc, dans un premier temps, cette idée, il faut voir si elle est réaliste, si elle peut fonctionner. Et donc, il y a premièrement une étude de marché. Donc, en fait, c'est une simple analyse de comment le marché va répondre au projet. Évidemment, ce n'est pas juste dire tiens, je construis des appartements, ça va fonctionner, je vais gagner de l'argent. Il faut voir si c'est faisable, il faut voir si ce sera rentable, il faut voir si c'est possible et autorisable. Et donc, à partir de là, c'est un dossier qui se constitue. Et ça prend déjà quelques semaines, quelques mois, en fait. C'est vraiment essayer de rassembler toutes les informations sur ce qu'on veut construire. Si ce sont des appartements, par exemple, déjà une première idée, quel type d'appartements? Si ce sont des appartements sociaux, des appartements de haut standing, des appartements, des cotes étudiants, par exemple. Et donc voilà, c'est vraiment en fait définir en fait l'idée de manière plus précise. Et ça peut se faire par exemple avec l'aide d'un architecte ou en tout cas je dirais d'adjoints entre guillemets, des gens qui vont peut-être une connaissance un peu plus précise de la construction. Voilà, donc une fois que ça s'est fait, le travail commence à peine, je dirais. Donc là, c'est plutôt l'étude de faisabilité. C'est en fait contacter les autorités, obtenir les différents permis. Et donc, évidemment, pour obtenir les permis, il faut déjà avoir une idée très précise. Une idée très précise, ça ne veut pas dire, c'est pas une dissertation, mais c'est plutôt déjà des premiers plans, des premiers croquis de ce qu'on veut construire. Et l'étude de faisabilité, déjà, peut durer plusieurs années, plusieurs mois en tout cas, vraiment au minimum, plusieurs années, parce que voilà, il y a parfois aussi des recours. Les permis doivent parfois sont parfois rejetés et doivent être relancés. Donc voilà. Donc là, on a déjà gaspillé, je dirais entre guillemets, quelques années. Ensuite, on arrive à la phase de conception. Voilà. On croirait qu'après quelques années d'études de faisabilité, on est arrivé au bout de nos peines, mais en fait, pas du tout. Ça commence à peine encore une fois. Là, c'est vraiment l'étude plus détaillée, c'est l'étude conceptuelle. Donc, et l'étude conceptuelle, ça consiste en quoi? En fait, c'est les différents concepts qui seront intégrés dans le projet. Donc, il y aura l'étude de l'électricité, l'étude de la ventilation, l'étude structurelle, l'étude de l'aménagement. Tout ça, donc, ce seront des différents bureaux d'études spécialisés qui vont faire leur étude
et qui vont rapporter au maître d'œuvre. Et le maître d'œuvre, c'est en fait le client qui est assisté par son architecte. Mais donc, chacun va travailler de son côté et va donner une solution. Et le maître d'œuvre va devoir compiler ces solutions pour assembler un projet qui tienne la route à tous les niveaux. Et donc, ça, c'est un travail qui est assez colossal. Et donc, voilà, on va passer par différents stades d'études. Donc, d'abord, ce sont des études qui sont préliminaires, d'abord assez grossières, et puis au fil du temps, c'est de plus en plus précis, avec une collaboration progressive entre les bureaux d'études pour s'assurer qu'il n'y ait pas de clash entre les différents corps de métier. Par exemple, des gaines qui passent à l'endroit où on avait prévu que des câbles et d'électricité passent. Ça a l'air tout bête, mais ça arrive systématiquement sur, je dirais, 90% des chantiers. Donc voilà, donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'études et c'est très théorique en fait, parce que évidemment le chantier n'a pas encore commencé. Donc voilà, donc la phase d'étude peut durer encore, en fonction de la taille du projet, plusieurs mois, voire plus d'un an. Et ensuite, on termine la conception par l'étude d'exécution. Donc une fois qu'on a l'idée bien précise, on regarde comment la construire. Donc c'est définir le temps que ça va prendre. Évidemment, on ne construit pas tout de suite, surtout sur des gros projets comme des hôpitaux. Donc, c'est voir à quels moyens, combien il faudra de grues. C'est déjà avoir une idée, en fait, pour déjà avoir une idée du budget, du temps que ça va prendre et ce par quoi il faudra passer, par quelles étapes du projet, par quelles étapes de construction il faudra passer. Alors, donc, tantôt je disais que Abdallah, ça passe. si tu permets, je vais juste me permettre de t'interrompre parce Oui, qu'on bien a sûr. en attendant Oui, accueilli je t'ai lancé. Omar, donc le médecin généraliste qui nous rejoignait. Donc bonjour Alaikum. Omar, tu es le bienvenu, alaikum salam. Bienvenue à toi, merci de nous rejoindre. Donc l'idée de la présence de Omar avec nous, c'est de pouvoir avoir le regard médical, hein. C'est un peu le client en fait on peut imaginer que c'est un peu le directeur, le futur directeur ou en tout cas celui qui demande la construction du bâtiment. Et que voilà, si à un moment donné, parmi les participants, vous avez des questions sur le pendant médical, vous savez qu'on a un médecin parmi nous qui peut y répondre. Et Omar, bien sûr, n'hésite pas à intervenir à certains moments si tu as envie de nous interpeller sur une autre chose ou si tu as envie de compléter Abdullah par rapport à ce qu'il propose. Ça va? Ok, ça va, pas de souci. Voilà. Shukran. Je t'en prie. Je te repasse la parole, Abdullah. Ouais, merci, Ikram. Avec Donc, ce que je disais, c'est qu'on passe par différents plans. Chaque corps de métier aura ses propres plans que le client devra intégrer progressivement. Alors, depuis quelques années, il y a des maquettes 3D. C'est de plus en plus à la mode, mais ça demande beaucoup de ressources et beaucoup de connaissances. Et tout le monde n'est pas, pour l'instant, capable de le faire, mais c'est une mode qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc, ça consiste en fait, au lieu d'avoir des plans papier, enfin, des plans qui sont en 2D, donc que ce soit des PDF ou n'importe quelle extension, ce ne sont pas des choses qui sont. C'est figé, c'est statique. Ce n'est pas forcément évident de rassembler toutes les informations, de rassembler tous les plans dans le même plan. Ce n'est pas forcément évident. Et donc, maintenant, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle les maquettes 3D. Et en fait, si vous voulez, c'est simplement une maquette dans laquelle on peut voyager, dans laquelle on peut, on peut figer. En fait, c'est même pas une maquette 3D, c'est plutôt une maquette 4D, la quatrième dimension étant le temps. Donc, ça veut dire que, voilà, par exemple, on peut regarder la structure à un temps T, voir, par exemple, quand 3 étages seront construits, on sait voir le plan, on sait voir le visuel de ce qui sera construit. Et tout ça, ça permet en fait d'accélérer l'étape de conception et même l'étape de chantier parce que ça permet de voir plus précisément quels seront les problèmes, quels seront les points d'attention à adopter. Donc ici, voilà, j'ai une petite vidéo qui montre un peu ce dont il s'agit. Hop, hop. Donc c'est vraiment quelque chose de très dynamique. On peut par exemple décider de sélectionner un type de mur. On peut regarder quelle est l'épaisseur du mur. On peut évidemment changer. On peut définir le type de matériau. On peut voir par exemple si ce mur-là il a un problème parce qu'il passe à travers une gaine où on veut changer la disposition d'une salle. Ben, voilà, finalement c'est quasi un jeu, je dirais, alors que c'est assez technique. Ici, on ne voit plus rien. C'est en arrière.
voilà, donc on voit vraiment comme si on était à l'intérieur du chantier. Et en fait, finalement, c'est le meilleur moyen de voir s'il y aura des problèmes. Sur plan, ce n'est pas forcément quelque chose de visible. Et tout ça, ça permet d'économiser beaucoup de temps et aussi en fait, beaucoup d'argent. Je dirais que c'est le plus important quand on construit quelque chose. Voilà. Et donc, une fois que la phase de conception est, est terminée, là, on est encore à peine à la phase d'appel d'offres. Là, en fait, on va consulter les différentes entreprises de construction pour voir qui peut construire ce qu'on veut construire, qui a les capacités, qui voit comment faire et surtout, en fait, avec quel budget. Donc, différentes entreprises vont remettre une solution. Et ensuite, la sélection se fait de manière générale, je dirais à 80%, c'est le prix qui compte. Donc, c'est l'entreprise qui remet le prix le moins cher qui va souvent gagner. Et puis après, il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en jeu dans la sélection, comme le temps qu'il prévoit. Parfois, c'est aussi les mesures environnementales. Il y a de plus en plus, surtout pour les marchés publics. Les marchés publics exigent de plus en plus qu'une attention particulière soit apportée aux mesures environnementales. Et donc, ils mettent une cote sur le projet en fonction de ce paramètre. Et donc, une fois que l'entreprise est sélectionnée, encore une fois, on parle de quelques semaines, quelques mois. Et donc, une fois que cette entreprise est sélectionnée, voilà, il y a une procédure de passation de marché qui est réalisée. Et ensuite vient enfin la réalisation du chantier. Ça passe d'abord par la préparation du terrain. Donc, souvent, on a un terrain vague ou bien un bâtiment qui est déjà existant. Il faut le détruire ou bien préparer le terrain. Ensuite, il faut terrasser, retirer toute la terre pour par exemple, les étages souterrains. Ensuite, voilà. C'est un chemin assez logique et classique. Donc, les fondations, ensuite la dalle de sol. Et ensuite, voilà, le chantier monte selon différentes façons en fonction de ce qui est choisi par l'entreprise de construction. Un chantier, ça peut durer un mois comme ça peut durer plusieurs années. Pour un hôpital de grande ampleur, on parle plutôt de plusieurs années. Par exemple, ici, pour l'instant, en Belgique, ils construisent un hôpital à Charleroi, le grand hôpital de Charleroi. Moi, je me rappelle, au début de ma carrière, donc il y a 4 ans, mon entreprise avait reçu l'appel d'offres. Ils ont commencé à peine il y a quelques mois. Donc, entre la réception de l'appel d'offres et le début du chantier, il s'est écoulé au moins 3 ans. Donc, ce qui montre que voilà, ce sont des procédures qui sont assez lourdes, qui prennent du temps. Pourquoi c'est lourd? Parce que construire un bâtiment, ben, forcément, ce n'est pas un jeu. Il y a des normes à respecter, des normes de sécurité, qui fait que voilà, quand on rentre dans un bâtiment, on ne se demande pas tiens, est-ce que c'est sûr de rentrer dans ce bâtiment? Est-ce que ça ne va pas s'écrouler? S'il y a un tremblement de terre, est-ce qu'on est en sécurité? Toutes ces questions, on n'a pas l'habitude de se les poser. Et c'est pour une bonne raison. En fait, c'est parce que les constructions sont faites en respectant des normes qui sont très, très strictes. Évidemment, ça nécessite de passer par de nombreux calculs, de nombreuses réunions entre différents corps de métier, de nombreuses analyses. Et parfois, ça peut être très compliqué alors que la structure est elle-même assez simple. Et ça n'empêche pas que parfois, il y a des avis divergents sur des normes ou sur des façons de construire. Mais voilà, l'ensemble des normes fait qu'on peut être, en tout cas en Belgique, on peut être assez confiant quand on rentre dans un nouveau bâtiment ou bien quand on roule sur un nouveau pont. Voilà. Je pense qu'on n'a pas cette habitude de craindre pour notre vie. Donc voilà, donc, la durée du chantier pour un hôpital, c'est clairement plusieurs années. Donc la première phase de grosses œuvres va durer déjà elle-même, je dirais, à vue de nez, au moins 1 an. Et ensuite, ce qui prend beaucoup de temps, c'est toutes les finitions. Donc c'est tout ce qui est peinture, carrelage, parquet dans la salle de réunion, les cloisons en plâtre par exemple, installation des vitres. Tout ça, ce sont des choses qui nécessitent un peu plus de détails, de finition. Et voilà,
Et c'est là aussi où on a beaucoup de problèmes, je dirais. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Ben, c'est vraiment ça, hein. C'est que globalement, construire quelque chose, c'est pas forcément compliqué, mais c'est quand on s'intéresse aux détails, quand on a le souci du détail, que là, ça prend beaucoup de temps et qu'on peut perdre beaucoup de temps. Donc voilà, une fois la mise en service, de manière générale, il y a donc une réception qui est faite avec le maître d'œuvre qui regarde si on a construit selon ses exigences, si ça respecte toutes les normes. Et ensuite, en général, il y a une période de garantie de plusieurs années où tous les vices qui n'ont pas été vus lors de la réception peuvent être réparés. Par exemple, des fissures qui se créent après un an, ce n'est pas normal. Et donc là, l'entreprise de construction doit y remédier. Voilà. Alors, donc, en conclusion, ça fait beaucoup d'étapes, beaucoup de temps perdu, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Alors, la question, est-ce que c'est nécessaire? J'ai un peu répondu tantôt. On ne fait pas ça pour rien. Voilà, on ne perd pas de l'argent et du temps pour rien. C'est clairement une nécessité de construire des choses de manière précise et sûre. Je dirais aussi, voilà, construire une maison, ce n'est pas forcément compliqué. Construire une maison avec une architecture particulière, ça devient compliqué. Alors, on pourrait avoir une conception du monde où tous les bâtiments sont exactement les mêmes, où ce sont des copies-collées. Et là, évidemment, ça irait beaucoup plus vite. Mais il y a cette volonté chez personne au final. Chacun va apporter sa touche d'originalité. Quand on construit une tour, il n'y a pas deux tours les mêmes. Donc voilà, ce qui fait qu'on passe toujours par de nouvelles études et aussi les conditions du terrain ou du vent ou les conditions sismiques ne sont pas les mêmes à un endroit ou à un autre. On n'a pas le même vent à la côte que dans les Ardennes. On n'a pas les mêmes risques au séisme en Nouvelle-Zélande ou en Belgique. Et on n'a pas les mêmes exigences de résistance près d'une centrale nucléaire ou alors dans les champs en Wallonie. Donc tout ça fait qu'on voilà, a toujours une nouvelle étude qui se fait à chaque projet. Alors, donc, nécessaire, je dirais oui. Est-ce obligatoire? Il y a des règles qui sont obligatoires, mais il y a aussi les normes de construction, les normes de stabilité. Elles sont pas vraiment, enfin, elles sont obligatoires dans le sens où, très honnêtement, si on ne les suit pas, il y a peu de chances que ça tienne. Ce serait vraiment une mauvaise idée de ne pas les suivre, mais on ne sera jamais attaqué si on ne suit pas une règle, pour peu que ça tienne, pour peu qu'il n'y ait pas de problème. Par contre, si un chantier s'écroule en phase de construction ou en plein service, là, on va chercher les responsables et là, on va s'intéresser au travail, aux études qui ont été faites et on incriminera ceux qui n'ont pas suivi les règles. Donc, obligatoire, je dirais, si on veut éviter la prison, je pense que c'est quand même assez obligatoire. Alors, la question ici du webinaire, c'est comment on peut faire pour accélérer les choses en cas d'urgence, comme récemment avec le coronavirus. On a vu en Chine une construction d'un hôpital gigantesque en une semaine. Alors, on va dire, si on sait construire ça en une semaine, pourquoi? Moi, je vous ai parlé de plusieurs années. Ici, j'ai une petite vidéo qui le montre et on va voir un peu quelles sont les différences. Donc, voilà, ça, c'est l'hôpital qui a été construit en une semaine. C'est assez impressionnant. Bon, il faut savoir qu'en Chine, ils savent mobiliser beaucoup de monde très rapidement. Ils ont beaucoup de moyens. Ils savent mobiliser des usines entières. Voilà, c'est un État qui a beaucoup de pouvoir, où il y a beaucoup d'industries. Et clairement, c'est peut-être difficilement imaginable de faire une telle chose en Belgique. Le nombre de machines qui travaillent en même temps, c'est assez impressionnant. Et très honnêtement, c'est surtout impressionnant en termes d'organisation. Je pense que ce qu'ils font n'est pas tellement compliqué, mais le fait de pouvoir gérer autant de machines, autant de personnes en même temps et dans l'urgence, moi, je trouve ça assez fabuleux, mais ça reste faisable. Donc voilà, ici c'est le chef de chantier qui explique le déroulement du projet. Donc c'était plus de 200 ouvriers en même temps. C'est pas mal. C'est assez courant pour les grands projets, mais ici il faut savoir que c'est des personnes qui ont été mobilisées directement, qui n'ont pas eu le temps d'étudier le projet. Et pourtant, voilà, chacun a su faire ce qu'il devait faire a priori.
Et donc, ils ont commencé par directement couler un radier, donc une dalle de sol qui sert à porter la structure qui est au-dessus d'elle. Elle sert un peu de fondation. Ici, comme ce sont des structures temporaires, les exigences sur les fondations ne sont pas aussi élevées. Donc, l'exigence d'une fondation, c'est qu'elle ne bouge pas du tout. Évidemment, si c'est un hôpital qui va rester juste un mois, si, imaginons qu'il y ait du tassement dans le sol, imaginons qu'il y ait des petites déformations, ben, ce n'est pas forcément un grand problème. S'il y a des fissures qui se créent dans le béton, ce n'est pas forcément un problème non plus. Donc, voilà, on peut se permettre d'avancer plus vite. Et ici, le système structurel, en fait, ce sont des sortes de containers. En fait, c'est un peu comme les baraques de chantier. C'est en fait une sorte de structure métallique avec des modules préfabriqués en usine et qu'ils installent simplement. Donc, ça fait un peu, voilà, ce sont des bungalows, ce sont des copier-coller. Donc, voilà, c'est ce qu'on évite dans une conception où on veut apporter une originalité architecturale, mais ici, évidemment, c'était avantageux. Et donc, c'est ce qui a permis qu'en une semaine, ils aient pu construire un hôpital immense. Et, voilà, évidemment, après, il faut aussi que tout ce qui est matériel médical puisse suivre. Ça ne sert à rien d'avoir des entrepôts gigantesques s'ils sont vides et s'il n'y a pas de personnel qui est bien équipé. Voilà, visiblement en Chine, c'était le cas. Alors, est-ce que c'est possible à faire en Belgique? Oui. D'ailleurs, ça se fait pour des, pour des petits chantiers. Comme ici, c'est une vidéo qui a été tournée en Belgique. En fait, ce sont des maisons modulaires qui sont installées sur chantier. En fait, le chantier ne dure qu'un jour. Avec 3 ouvriers, c'est suffisant. Je vais accélérer un peu. Donc, en fait, voilà, ils amènent des modules qui sont déjà fabriqués en usine. Le fait de le faire en usine, ça permet d'aller plus vite. Ça permet de maîtriser la construction parce que tout est propre, tout est déjà bien réglé. Et donc, ce sont des blocs de maison qui sont identiques en fait. C'est ce qui leur permet d'aller beaucoup plus vite. Et ça leur permet aussi d'avoir beaucoup moins de coûts. Le coût pour un tel type de maison, c'est moins 20% par rapport à une maison normale. Mais par contre, évidemment, on est un peu plus limité en termes d'originalité. Si on veut une cheminée à tel endroit ou un mur en telle forme, ben, évidemment, ce n'est pas forcément faisable ou alors ce sont des coûts qui augmentent rapidement. Donc voilà, ici, on voit que tout est fait en usine. Et donc, tout est monté en 3 jours sur chantier, meubles compris. Et ensuite, voilà, ils doivent juste finalement faire des finitions, faire passer des câbles partout, faire les joints entre les différents modules. Là, ça leur prend quelques semaines. Mais voilà, construire une maison en une semaine, ça reste très, très avantageux. Donc, c'est faisable en Belgique aussi. Donc voilà, je pense que voilà, si on est amené à devoir réagir à une urgence comme le coronavirus, ce ne serait pas impossible de l'imaginer en Belgique. Alors, en tout cas, en tout cas, si on se concentre sur la structure, donc construire un hôpital rapidement, comme en Chine, ça ne semble pas impossible, loin de là, pour peu qu'on ait des ressources suffisantes. Par contre, évidemment, ça dépend des exigences des exigences qui seront imposées par les médecins, enfin, par ceux qui les représentent. Voilà, peut-être, maintenant, je vais passer la parole à notre invité qui va déjà dire quels sont les éléments nécessaires à avoir dans un hôpital et quelles sont les exigences à avoir sur la construction. Ouais, comme tout le monde. Alors, donc, tout dépend de ce qu'on veut faire, du pourquoi, du comment. Ici, donc, si on voudrait un hôpital d'urgence, je ne sais pas si on m'entend bien. Très bien. Okay. Ouais. Donc, si on veut un hôpital d'urgence, en termes de finition, on ne sera pas exigeant. On va plutôt s'attarder sur tout ce qui est primordial. Et donc ici, dans le cas du Covid, ce sera surtout l'équipement qui est primordial, c'est-à-dire l'oxygène qui est nécessaire, les respirateurs. Ça, c'est ce qui est primordial.
mais c'est aussi au niveau, au niveau de la propagation du virus. Il faut faire en sorte que le virus ne se propage pas au sein de la structure. Et donc, ce serait des chambres individuelles pour chaque patient pour éviter de transmettre le virus d'un patient à un autre. Il faudrait donc des sortes par exemple, à Saint-Pierre, à l'hôpital, ce qu'on a fait, c'est des mini bungalows dans lesquels on examine le patient sans être vraiment en contact avec le patient. Donc, on a un plexiglas devant. Il y a déjà un stéthoscope qui est du côté du patient, une partie qui est côté du médecin et l'autre partie côté patient. On a déjà le matériel qui est inséré du côté du patient. Chaque patient a son matériel et le médecin fait juste passer ses mains à travers le plexiglas via 2 trous pour examiner le patient, pour éviter de ne pas prendre de risques. Alors, ça, ce serait faisable. Alors, c'est une chose qui a été faite. Pourquoi? Parce que on n'a pas de gants, il n'y a pas beaucoup de gants, il n'y a pas beaucoup de protection, de blouses jetables qu'on peut réutiliser. Il n'y a pas beaucoup de masques pour changer de masque après chaque patient, parce qu'idéalement, c'est ce qu'il faudrait. Les solutions hydroalcooliques aussi, se désinfecter après chaque patient. Ça aussi, c'était en quantité restreinte, donc il fallait faire en sorte de gaspiller le moins possible. Donc ça, c'est des petites choses. Sinon, comme je dis, donc, on avait discuté, est-ce que le fait d'avoir une surface bétonnée, est-ce que ça pose pas de problème? Bah, oui et non. Ça pose pas de problème en termes, je veux dire, le visuel, bah là, ça va pas nous déranger. Mais pour désinfecter, la personne qui va nettoyer une surface de béton, c'est pas évident à nettoyer. D'accord? Donc, c'est pour ça que tout dépend de ce à quoi on est confronté. Sinon, je réfléchis, hein, je regarde s'il faut d'autres choses. Voilà, vous avez parlé aussi de l'oxygène, qu'il faudrait voir où est-ce qu'on peut stocker cet oxygène, parce que voilà, c'est un produit qui est inflammable, qui est explosif. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre facilement. Il faut qu'il soit protégé, en cas allez, je veux dire de fuite dans une chambre, que ça ne se propage pas dans tout l'hôpital. Donc ça, c'est parmi les choses auxquelles il faudrait faire attention. En termes, par exemple, d'étanchéité à l'air, j'imagine qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des salles communicantes au niveau de l'air. Ça pourrait être dangereux, je suppose. Alors, tout dépend du virus, du type de virus. Ici, pour le coronavirus, donc il y a des études qui disent que c'est un virus aérosol. Un virus aérosol, c'est un virus qui effectivement se propage dans l'air. D'accord? Et il y a les virus qu'on appelle gouttelettes, qui se propagent par gouttelette. Et donc ça, c'est je postillonne, je tousse, mon postillon va se déplacer sur 1 mètre carré autour de moi, mais il ne va pas aller plus loin. D'accord? Un virus aérosol, lui, il peut aller plus loin. Le vent peut le transporter, le ramener dans une autre pièce. Alors, pour le cas du coronavirus, au début, on pensait que c'était gouttelette, et puis on a dit non, c'est aérosol, et donc, on ne savait plus trop bien. Et donc, quand on ne sait pas, idéalement, effectivement, il faut que ce soit étanche au niveau de l'air. Il ne faut pas que l'air qui soit dans une pièce passe dans l'autre pièce. Si ce n'est pas le cas, voilà, ce ne sera pas quelque chose qui serait indispensable. Ok. Et en termes de salles, quel type de salles sont indispensables à avoir? Donc, tantôt, tu parlais de salles de stockage d'oxygène. Est-ce qu'il y a d'autres types d'éléments indispensables à prévoir dans un hôpital pour tout risque, enfin pour toute urgence? Je vois que c'est une question qui a été posée ici dans le chat. Oui, c'est ça. Ici, dans le cadre du Covid, donc du coronavirus,
vu que les patients ont des problèmes respiratoires, alors on les met sous oxygène, mais parfois, avec l'oxygène, ce n'est pas suffisant. Il faut ces patients les intuber. Les intuber, c'est quoi? C'est vraiment leur insuffler l'oxygène directement dans les poumons. Et ça se fait comment? Via une canule qu'on met qu'on met dans la trachée qui va directement jusqu'à la trachée pour permettre l'entrée de l'air dans les poumons. Et donc ça se fait pas n'importe où, ça se fait dans les soins intensifs. C'est-à-dire que le patient déjà est dans un état grave qui nécessite une surveillance constante. Et donc il faudrait idéalement une salle de soins intensifs qui soit accessible, qu'on puisse y accéder facilement et très rapidement. Et par exemple, dans les hôpitaux courants, il y a souvent une partie où on fait les radios, où on fait les imageries médicales et où il y a des éléments radioactifs. J'imagine peut-être même chimiothérapie. Je sais pas très bien, je ne sais pas exactement. Et là, par contre, il y a des exigences au niveau de la perméabilité justement à ces rayons. Donc, on demande d'avoir des épaisseurs en fait qui sont beaucoup plus élevées. Ça revient à avoir des bunkers en fait. À la place d'avoir 30 cm de béton, on a plutôt 1 mètre d'épaisseur. Est-ce que dans le cadre d'un hôpital qui est construit d'urgence, ce sont aussi des choses à prévoir? Alors oui, si on prévoit ici, donc dans le cas du coronavirus, une fois qu'on a un patient avec un problème respiratoire, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un scanner. Alors, le scanner, c'est fortement irradiant. Une radio, quand on fait une radiographie, c'est aussi irradiant, mais moins qu'un scanner. Et donc ça, effectivement, il y aurait besoin que les murs soient étanches. Je pense qu'on rajoute même du plomb dans les murs. Ça permet de diminuer l'épaisseur des murs, de ne pas avoir des murs qui font 1 mètre d'épaisseur. Parce que voilà, avoir un mur qui fait 1 mètre d'épaisseur, c'est un peu, on perd de l'espace, c'est très difficile, c'est de l'énergie perdue à faire. Voilà. En rajoutant du plomb, ça permet de passer de 1 mètre à 10 ou 20 cm. Je ne sais pas, tu me corriges si je me trompe. Ça permet de réduire la taille et donc que ce soit plus réalisable. Et donc, effectivement, quand on va dans les services de radiologie, on a ça. Alors, généralement, dans un hôpital, le service de radiologie est près des urgences. C'est souvent le cas. Ça permet de directement, le patient ne doit pas voyager dans tout l'hôpital, mais il va directement aux urgences. Je pense notamment, par exemple, à Bruckmann, où on a plusieurs petits, je veux dire, de mini-hôpitaux d'honnêtes. Si on regarde le service de radiologie est collé aux urgences. Donc, les patients des urgences vont directement au service de radiologie, c'est très proche. Ils ne doivent pas traverser l'hôpital. Et ici, dans le cas du coronavirus, c'est un patient qui vient pour ça et qu'on doit lui faire un scanner et qu'on travaille dans tout l'hôpital, ce n'est pas une bonne idée. Donc, voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et donc, quand on essaie de préfabriquer, on préfabrique un hôpital pour une raison particulière, il faut qu'il soit le plus accessible et le plus logique. Mais voilà. Si je peux me permettre une question à tous les deux, mais donc du coup, dans le cas de la crise coronavirus, si on était arrivé vraiment donc au pic tant attendu et que les hôpitaux étaient vraiment complètement overbookés et que les salles de réanimation, par exemple, n'étaient plus du tout accessibles, on aurait pu imaginer de construire alors des petits îlots, un peu comme tu disais à Bruckmann, à côté des services hospitaliers préexistants pour essayer de pallier à cette problématique de place, ou ça aurait été impensable? Je vous pose la question à tous les deux. Autant au niveau médical, est-ce qu'on pourrait imaginer que les patients Covid, en plus, qui sont en surplus, entre guillemets, soient dans une structure préfabriquée, qui soit juste à côté de l'hôpital, et puis qu'il y ait un passage au moment, je ne sais pas, par ambulance, par exemple, au moment des examens, mais dans les salles qui sont, elles, déjà préexistantes et qui sont déjà utilisables, quoi. Okay. Alors, je pense que c'est à Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Vu qu'il n'y avait plus de consultations, donc les consultations ont été arrêtées, ont utilisé certaines, ont réadapté leur cabinet de consultation en chambre individuelle pour les patients pour pouvoir accueillir plus de monde. Au niveau des soins intensifs, il y a eu une énorme récolte de dons qui a été faite
pareil pour ouvrir une nouvelle unité de soins intensifs. Alors, je ne sais pas dire exactement où est-ce que ça a été ouvert, cette unité de soins intensifs à Saint-Pierre, mais ils ont augmenté leur capacité de lit au niveau des soins intensifs. Il y a plusieurs hôpitaux qui ont fait ça, il n'y a pas que Saint-Pierre, il y a plusieurs hôpitaux qui ont fait ça, qui ont augmenté le nombre de lits et diminué le nombre de chambres ailleurs parce que voilà, ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas indispensable. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, augmenter le nombre de chambres pour l'unité de pneumologie, qui est l'unité du poumon, et diminuer le nombre de chambres en gériatrie ou en gastro parce que le nombre de cas était plus faible. Donc, c'est des choses qui ont été faites. Maintenant, beaucoup d'hôpitaux, Saint-Jean, Saint-Pierre, Bruckmann, ont fait des préfabriqués à l'entrée de leurs urgences pour éviter qu'il y ait un afflux important au niveau des urgences. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de voir les patients plus rapidement et pour éviter qu'ils passent beaucoup de temps à l'hôpital. Et donc, seuls les patients, et donc ça a été fait d'une manière, donc tous les patients arrivaient à un endroit, on leur demandait s'ils avaient des symptômes Covid, qui colleraient avec le Covid. Si oui, ils étaient examinés au niveau du tri. Et donc, au niveau du tri, on évaluait la gravité. Si ce n'était pas grave, ils rentraient chez eux et le patient devait rester à la maison. Si c'était grave, il était hospitalisé. D'accord. Et les autres patients qui venaient pour autre chose, parce qu'il y avait d'autres pathologies, des pathologies cardiaques, des pathologies des diabétiques, des appendicites, tout ça, ceux-là, s'ils n'avaient pas d'autres symptômes, ils étaient envoyés directement aux urgences. Et donc, ça permettait de ne pas bloquer les urgences et que le patient reste dans une salle d'attente et qu'il contamine d'autres patients d'autres patients, plusieurs personnes. Parce qu'il faut savoir, dans une salle d'attente, voilà, tout le monde est côte à côte. Ce n'est pas évident. Là, dans les préfabriqués, dès qu'on arrivait, on était directement mis dans une pièce individuelle. Et même si on n'était pas vu directement, on était dans une pièce individuelle. Et voilà, après chaque passage, une personne venait et désinfectait le local. Ça, c'est des choses auxquelles il a fallu penser rapidement, vite et faire très vite. Oui. Et justement, Abdullah, tu sais nous dire, toi, tu as une idée des préfabriqués qui ont été utilisés? C'est un peu ce que tu nous as montré dans la vidéo ou ce sont d'autres préfabriqués? C'est plutôt ce qui ressemble, ce qui a été, j'imagine, j'ai pas une idée précise, mais j'imagine que c'est plutôt ce qui a été utilisé en Chine, parce que ce sont des choses qui existent déjà en fait, qui ne doivent pas être produites. Donc, les maisons sont plus produites en fonction des besoins, mais je pense pas qu'ils aient beaucoup de stock de maisons à directement livrer. Donc, je pense plutôt que ce sont des sortes de containers comme on a vu en Chine et comme on voit sur les chantiers. Ce sont des choses qui sont vraiment très facilement assemblables. Tout ce qui est électricité, eau, évacuation d'air, c'est déjà préinstallé en fait. Et donc, ça permet un gain de temps assez conséquent. Et je sais aussi que dans d'autres pays, comme en Angleterre, ils ont mobilisé des bâtiments à proximité d'hôpitaux pour pallier au manque de place. Par exemple, à Londres, ils ont mobilisé un stade de foot qui était neuf, donc qui était vraiment encore, je dirais, propre et fonctionnait à 100%. Tout ça pour permettre d'avoir de la place pour faire des salles de scan, des salles de stockage. Parfois, ça consiste aussi à du simple matériel, la nourriture pour les infirmiers, par exemple, ou pour les médecins. Donc voilà, bon, en dehors du fait de ramener de la construction, une nouvelle construction, il y a aussi moyen de mobiliser des bâtiments avoisinants. A priori, ce n'est pas un problème. C'est ça. Et les containers dont tu parlais tout à l'heure, c'est facile de les acquérir quand on est, enfin, en tant qu'État, hein, bien sûr, pas en tant que particulier, mais est-ce que, voilà, si vraiment on était arrivé à un moment donné où on avait besoin de beaucoup de containers, est-ce que c'est assez facile? C'est une production qui existe déjà en Belgique? Comment tu sais nous dire ce qu'il en est par rapport à ça? J'ai envie de dire, sachant que quasi tous les chantiers sont à l'arrêt, il y a déjà une demande de conteneurs qui est nettement moindre par rapport à l'habitude. Et donc, a priori, il y aurait moyen d'en trouver facilement. Et j'imagine aussi pour un besoin de cette ampleur, il y a moyen de réquisitionner aussi. Comme
comme par exemple, des médecins qui ne travaillent pas en infectiologie sont amenés à travailler temporairement, sont amenés à prêter main forte à leurs collègues, ben, alors on pourrait très bien imaginer qu'on prenne des containers qui sont déjà utilisés et qu'on les Mhm. utilise temporairement pour ce besoin-là. Ok. Après, à produire, les modules qui sont produits, c'est assez, bon, c'est assez systématique, hein, donc c'est vraiment à la chaîne, donc ça pourrait se faire très rapidement. Ça dépend juste des capacités des usines qu'il y a dans la région. Évidemment, on n'a pas les mêmes ressources en Belgique qu'en Chine. Je ne suis même pas certain qu'on les produise en Chine. Donc voilà, ça dépend de ça, ça dépend des accords qu'il y aura alors, entre les différents pays. Mhm. Et le grand hôpital que tu nous as montré tout à l'heure, qui a été construit en Chine, Ouais. celui-là, tu disais, bah voilà, si c'est pour l'utiliser pendant un mois, on n'a pas trop de soucis au niveau des fissures, etc. Tu as une idée du temps qui compte, pendant lequel ils comptent garder cette structure-là? Est-ce que c'est vraiment, ils se sont dit vraiment c'est un hôpital de fortune et on va le détruire une fois que la crise Covid sera passée? Si je ne me trompe pas, ils ont déjà démonté en tout cas, au moins une partie de l'hôpital, si pas tout, Mhm. parce que voilà, la région où c'était en fait, le premier épicentre, ils ont eu beaucoup moins de cas dans les dernières semaines et c'était plus nécessaire de mobiliser autant de matériel. Et aussi, durant l'utilisation de ces containers, tout n'était pas parfait. Il y avait parfois des fuites, parfois donc, de l'eau qui entrait, enfin de l'eau de pluie qui entrait, par exemple. Mhm. C'est clair qu'on ne peut pas avoir une exigence sur le long terme en allant aussi vite et en utilisant des structures qui sont de toute façon temporaires. Ouais. Et alors, Omar, j'avais une autre question pour toi. Je me demandais, bah, tiens, voilà, là maintenant on parle, enfin, on est dans le déconfinement, etc. Et beaucoup parlent de cette peur de la deuxième vague, la fameuse deuxième vague qui pourrait faire éventuellement encore plus de morts que la première. Donc, selon toi, mais vraiment, bon, je sais bien que tu n'as pas de boule de cristal, hein, mais est-ce que tu penses qu'il y a un risque vraiment que cette deuxième vague en question arrive et qu'à un moment donné, on se retrouve à se poser des questions justement sur les structures hospitalières qui pourraient ou qui n'auraient pas justement les capacités d'accueillir tous ces malades? Alors, c'est difficile à dire comment ça va évoluer, mais effectivement, qui dit déconfinement dit reprise des contacts, reprise des contacts et donc augmentation du risque de contagiosité, donc d'envoyer, allez, de faire passer le virus d'une personne à l'autre. Et donc, je pense que si à l'échelle individuelle, tout le monde fait attention de se désinfecter les mains, de porter un masque, même dans les endroits où ce n'est pas obligatoire, dans la rue, pas juste dans le tram ou dans le métro parce que c'est obligatoire et qu'en rue on ne le porte pas, mais on le porte tout le temps, qu'on évite les contacts avec ses proches, la famille pour éviter de transmettre le virus, je ne pense pas qu'on aura cette deuxième vague. Ok. Maintenant, au contraire, si la population commence à faire du n'importe quoi, Mm. c'est-à-dire que voilà, elle ne respecte pas les mesures de distance sociale, qu'elle continue à vivre, qu'elle recommence plutôt à vivre comme avant le Covid, je pense que cette deuxième vague, on l'aura. Et est-ce que ce sera plus élevé? Je ne sais pas, mais on aura une réaugmentation du nombre. Mhm. Que Et ça dépend. Oui. c'est ça. Et alors, il y a une autre question qui me vient comme ça, mais qui sort un petit peu du sujet, mais je me dis, ben voilà, le débat pour le moment est aussi orienté vers les structures scolaires, vers le réaccueil de tous les enfants éventuellement ou de tout le monde à l'école, et mais qu'on devrait quand même respecter la distanciation sociale. Mais donc, ça voudrait dire aussi qu'il n'y aurait pas, les classes, on va pas élargir les murs, hein, donc à un moment donné, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on va se retrouver à devoir se dire, il va falloir ouvrir de nouvelles écoles pour pouvoir accueillir les enfants, ou à un moment donné, à partir de septembre, on va dire, bon, ok, le Covid est derrière nous et on va pouvoir reprendre plus ou moins une vie normale? Je sais que c'est aussi une question tout à fait qu'on ne peut pas prédire, hein, mais voilà, c'est juste pour lancer le débat et voir un petit peu quelles sont les possibilités, comment est-ce qu'on peut prévoir un peu l'avenir. Alors, il faut savoir que les décisions qui sont prises à l'État, c'est via des avis d'experts. Et les avis d'experts, c'est un peu tout le monde. C'est des médecins, c'est des personnes de l'économie, c'est dire, voilà, l'économie ne sera pas viable ou pas. C'est l'enseignement, c'est beaucoup d'experts. Et alors, au niveau médical, bah,
le nombre de cas Covid graves qu'on a eu chez les enfants, heureusement, ce n'est pas un nombre important. Mhm. D'accord? On se souvient parce que voilà, on a des cas à jeune enfant de 16 ans qui est décédé ou une autre personne de 12 ans qui est décédée, qui n'avait pas de symptômes et du jour au lendemain. Donc, c'est marquant parce que c'est des cas. Dont on va parler facilement aussi parce que Voilà, ça voilà. touche plus la population aussi. Oui. Non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, alors on va Mhm. en parler, on en fait débat. Et donc, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais au niveau des enfants, il n'y a pas beaucoup de cas. Donc, moi, je pense que, voilà, oui, ce serait possible. On n'aura pas besoin de faire des préfabriqués. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de faire ça, sachant qu'on est à un mois de la fin de l'année? Je pense que ce serait inutile. Maintenant, on peut voir, tout dépend de comment ça va évoluer en septembre. Oui, si tout d'un coup en septembre, on a une augmentation des cas chez les enfants, euh, moi à ce moment-là, je dirais que c'est tout, toute la prise en charge qui devrait être changée, c'est-à-dire faire comme dans certains pays d'Asie qui ont déjà été confrontés au virus Ebola, qui eux, au niveau du Covid, je ne sais plus si c'est la Malaisie ou je ne sais plus c'est quel pays exactement, qui eux n'ont pas beaucoup de cas Covid, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont eu déjà l'expérience avec un précédent microbe, c'était les personnes, à partir du moment où elle a un symptôme, même s'il est léger, Mhm. on le dépiste. On regarde s'il est positif ou pas. S'il est positif, on l'isole directement. On n'attend pas. Et même si les patients n'avaient pas de symptômes, on les dépistait. Mhm. D'accord? Et donc, ça a permis de toutes les personnes qui étaient porteuses, même asymptomatiques, de les isoler et d'éviter de transmettre la maladie. C'est ça. Donc, c'est une action Donc, préventive beaucoup plus soutenue que maintenant, quoi. Oui. voilà. Là maintenant, c'est ce que l'État belge essaie de faire, mais seulement maintenant, j'ai envie de dire, avec 2 ou 3 mois de retard. Quelques quarts de retard, oui, c'est ça. Voilà. Donc, Ouais. il aurait fallu faire ça dès le début. Et ça aurait permis d'éviter d'avoir un nombre de cas important. Ça aurait permis énormément de choses. Le nombre de décès dans les maisons de repos, on aurait pu l'éviter. Mhm. Mais voilà, maintenant, on va pas Oui, bien refaire sûr. ce qui a été fait. Mais je pense que voilà, si on voit une réaugmentation, c'est ce vers quoi il faudrait aller, vers un dépistage systématique pour qu'on puisse reprendre le travail. Réagir Comme je dis, dans certains pays, il rapidement. n'y a pas eu les écoles ont continué à tourner, les gens ont continué à travailler, mais il y avait un dépistage systématique, c'est-à-dire que tout le monde devait être dépisté. Mhm. Donc voilà. C'est ça. Alors, moi, j'ai plus de questions. Je ne sais pas si les participants qui sont avec nous ont éventuellement envie de poser des questions, ne fût-ce que par écrit. Moi, je peux les lire sans aucun problème. Et Abdullah, toi, je ne sais pas si tu veux peut-être compléter quelque chose par rapport à ce que Omar vient de dire aussi, en attendant d'avoir des questions Euh, potentielles. Spécialement, je pense que j'ai abordé tout ce dont je voulais parler. C'est que, bon, je pense que en fait, finalement, tout dépend. Je rejoins un peu aussi ce qu'Omar a dit. Ça dépend en fait finalement je dirais de la volonté de, de l'État et de son pouvoir. Euh, Comme il était possible de faire plus de prévention au départ, il est possible aussi de mobiliser énormément de ressources pour ne jamais être débordé. Hmm. Tout ça, ouais, ça dépend plus de la stratégie plutôt que de l'ingénierie, en fait, au final. Oui, c'est ça. Et construire rapidement, c'est pas un miracle qui s'est produit en Chine ou dans d'autres pays. C'est faisable, mais ouais, il faut la volonté et la possibilité je dirais financière euh, pour le faire. Oui, c'est ça. Mais j'imagine que dans des pays européens où bon, les infrastructures de base sont déjà assez bien présentes, assez bien ancrées, c'est quand même plus rare qu'on doive recourir à ce type de construction. C'est plutôt dans des pays où la population est fort dense, par exemple comme en Chine justement, où c'est nécessaire en fait, c'est ça? Bon, je pense que ça dépend de chaque pays, hein. Chaque pays a un taux d'hôpitaux ou de lits. Je pense que ça se calcule même en lits par personne qui habite dans la région. Mhm. Visiblement, en Europe, c'était pas si terrible que ça. Ah oui? Ça Ok. dépend aussi de la maintenance qui est apportée au, au matériel hospitalier. Quand les stocks ne sont pas renouvelés, ils ne sont pas renouvelés. C'est pas qu'ils sont être dans un pays européen ou pas. C'est vraiment en fait
le budget qu'on accorde À la santé, oui. à la santé enfin, ou à d'autres priorités. Mhm. Mais je pense que ce qui a causé du tort par exemple, à l'Italie, je pense que il n'était pas prêt en termes de capacité pour accueillir les patients. On voyait même des vidéos de patients qui étaient dans les couloirs. Je trouve ça assez choquant Mm, euh, de voir que c'est un pays européen. bien sûr. Honnêtement, on aurait plutôt tendance à croire que ça se passe dans les pays qui sont en voie de Tout à fait. développement ou bien sous-développés. Et c'est vrai, des pays qui sont au centre de l'Europe comme l'Espagne, l'Italie, et je pense moins la Belgique. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, je pense vraiment que ça dépend vraiment de la philosophie de l'État d'assurer cette capacité. Ouais. Omar, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Deux petits points, là, maintenant qu'il a parlé des hôpitaux en Italie. Mhm. Un des soucis qu'il y a eu, c'est que les familles pouvaient venir voir les malades. Et donc D'accord. ça a augmenté le nombre de transmissions du germe. Et donc la capacité de l'hôpital était rapidement atteinte. Et donc Mm. il y a eu une surpopulation, ce qui fait qu'il y avait des patients dans les couloirs. Euh, donc, il y a plusieurs choses. Il y a même des prêtres qui étaient là pour suivre les patients en fin de vie, malgré le Covid, malgré ça. Je pense que c'est parce que c'est le premier pays d'Europe qui a été touché et Reconnaissance. voilà, et qui est aussi qui est très pratiquant. Et donc, ça fait qu'on n'a pas pris les mêmes précautions qu'on a pris ici en Belgique ou dans d'autres pays où les visites ont été interdites, sauf cas exceptionnels donc voilà, il y a des choses sur lesquelles il a fallu être très strict parce qu'on a eu l'exemple C'est d'autres ça. pays. On a pu apprendre Voilà. des erreurs des autres, quoi. Voilà. Mhm. Et une autre chose, en parlant du matériel, qui fait, par exemple, simplement des masques. Le fait d'être un pays importateur d'un certain matériel fait qu'en cas de crise, on devient complètement dépendant on se dit, tiens, la Belgique, pays développé, pas possible qu'on soit en manque de masques. Ben, si, parce qu'on ne produit pas de masques en Belgique. On les importe d'autres pays et principalement la Chine. Donc oui, en temps de crise, on se retrouve sans masque. Alors que des pays, donc, si tu en exemple, le Maroc, qui est un pays, je ne vais pas dire qu'il y a un pays, c'est pas un pays riche, c'est pas non plus un pays du tiers-monde, mais c'est pas un pays qui, en termes de soins de santé, euh, est très développé, mais c'est un pays qui possède énormément d'usines. Et donc, qui a déjà la matière première pour fabriquer un certain type de matériel. Et donc, ce pays-là peut produire ses propres masques. Ça, c'est un des problèmes de la délocalisation, le fait d'envoyer ses entreprises dans d'autres pays ou de se faire Mhm. produire par d'autres pays, c'est qu'on est dépendant d'eux en cas de crise. Ouais. Donc voilà, ça c'est simplement une petite Oui, remarque. tout à fait, mais ouais, comme disait Abdullah, bah, c'est la manière dont l'État va gérer bah, les priorités et comment est-ce que la production est gérée aussi, est-ce qu'elle est externalisée ou pas, et donc ça nous a permis en fait cette crise Covid-19 d'un peu nous rendre compte au niveau un peu plus systémique comment est-ce que notre État est géré en fait, hein, il y a tous les niveaux. C'est comme quand on disait aussi, bah, maintenant on se rend compte que finalement les magasiniers et les grandes surfaces, enfin, l'alimentation qu'on ne valorise pas vraiment et les personnels infirmiers, par exemple, qu'on ne valorise pas. Avec cette crise, on se rend compte, en fait, et on prend conscience de comment est-ce que ça fonctionne en réalité. Donc, ça nous permet de prendre un peu aussi de recul sur le mode de fonctionnement dans lequel on vit au jour le jour sans s'en rendre compte parce que c'est silencieux. Et avec une crise comme celle-là, c'est un peu, on le voit au grand jour, quoi. Oui, exactement. C'est ça. Voilà, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions ou si vous voulez clôturer d'une manière ou d'une autre, mais sinon, je pense que le webinaire touche un petit peu à sa fin, sauf s'il y a des questions hyper brûlantes qui arrivent comme ça tout d'un coup d'un seul. Moi, j'ai Voilà. une petite question, mais je sais pas Oui, si, je sais pas si ça va rentrer dans mais le je t'en prie, sujet. Ibrahim. Oui. Euh, la Chine, on sait que c'est l'État qui a financé tout le projet pour l'hôpital que tu as montré enfin, sur la vidéo. Mais concrètement, si on veut faire ça en Belgique, aujourd'hui déjà, ils ont du mal
sur les différents budgets par rapport aux personnes qui ont pas qui travaillent plus à cause du Covid, etc., etc. Est-ce que c'est pas comment dire, c'est pas voir trop grand que de penser qu'on peut faire ce genre de construction en Belgique? Euh, bah, en termes de budget, je ne suis pas certain que ce soit voire trop grand, étant donné que les mesures qui sont prises ici, ce sont les mesures qui vont peut-être atténuer la crise financière qui aura lieu après, à cause des faillites, à cause du ralentissement économique. Et donc, la perte d'argent serait peut-être encore plus grande si les mesures adaptées ne sont pas prises. Euh, alors, peut-être que voilà, la Belgique n'est pas un État hyper riche. Bon, ça, honnêtement, c'est pas moi qui faut poser cette question. Mais je pense que ça dépend de toute façon des priorités. Il peut y avoir un budget qui est retiré à un autre domaine pour pouvoir répondre à ce problème urgent qui risque d'engendrer des crises qui sont encore plus importantes par la suite. Donc, est-ce que c'est rêvé trop grand? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est rêvé en tout cas de manière plus intelligente, je crois. Ok, merci. Non, Alors, on a reçu une question à écrit. La Chine n'avait pas un plan de secours en cas de catastrophe ou a-t-elle lancé la construction avec des étapes étudiées au fur et à mesure? Ouais. Ça, c'est une bonne question. En tout cas, moi, en ce qui me concerne au niveau construction, ce qu'ils ont construit, c'est pas un chef-d'œuvre architectural ou un chef-d'œuvre de structure. Ça a été, ils ont surtout visé l'efficacité. Donc, je ne pense pas qu'il ait fallu beaucoup d'études à faire préalablement. Et par contre, ils ont su mobiliser beaucoup de ressources et surtout organiser le travail sur l'instant même. Alors, sûrement qu'ils avaient déjà des idées de structure de fonctionnement qui étaient déjà préétablies. Je pense que ça, c'est plutôt ça qui avait répondre. Je pense qu'ils ont déjà connu d'autres épidémies de moins grande ampleur, mais ils en ont déjà connu. Donc, peut-être qu'ils étaient déjà plus au courant de ce qu'ils pouvaient subir. Donc, c'est évidemment plus facile d'avoir un plan de secours déjà dans les tests. Ouais, mais voilà, ce qu'ils nous fait, c'est pas non plus, c'est pas quelque chose de. Ouais, sans dire que c'est rien du tout. Évidemment, c'était super impressionnant de voir une couleur de temps, mais ouais, ils ont fait quelque chose qui est faisable par tout le monde, je pense. Pour peu qu'on ait des ressources illimitées et qu'on puisse mobiliser les gens. Omar, tu voulais réagir? Oui, au niveau des hôpitaux, par exemple, tous les hôpitaux ont leur plan d'urgence en cas d'afflux massif de personnes. Donc ça, voilà, chaque hôpital est déjà plus ou moins organisé parce qu'il y a déjà un plan qui est préfet et qui, le jour J, il faudra juste suivre et dire, ah voilà, il y a ça, 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 et ça qui doit être fait. Et donc, on va faire ça de telle manière. Maintenant, c'est surtout par rapport à cette prise en charge, hein, que ce soit, je ne sais pas moi, la fermeture d'un service ou parce qu'il y a quelque chose ou un attentat à la bombe ou c'est plein de petites choses et ça, les hôpitaux sont organisés. Les services d'urgence en général sont aussi organisés de manière à faire en sorte de répartir le flux de personnes dans tous les hôpitaux de la ville pour éviter qu'il y ait un apport important au même endroit. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont faites. Maintenant, c'est des choses qui sont adaptables, qui changent jour le jour. Moi, par exemple, en tant que médecin généraliste, je ne vais pas le dire, oui, je peux dire quasi un jour sur deux, voire tous les jours au tout début, on recevait de nouvelles informations à la manière, à la prise en charge, à la manière dont les hôpitaux sont gérés, de comment, pour la prise en charge de nos patients qui sont chroniques et qui ont certaines pathologies. Donc, c'est des choses qui sont adaptables. Donc, on a un plan de départ et au fur et à mesure de la crise, on l'adapte et on voit comment ça évolue, si on a une amélioration ou pas. Comme par exemple à Bruckmann, il y a eu un centre de tri qui a été ouvert
Et puis, à un moment donné, on a eu une diminution du nombre de personnes, ça a été refermé. Et là, on a une réouverture de ce centre. Pourquoi? Parce qu'on a voulu augmenter le nombre de dépistages. Et donc, on s'est dit, on ne va pas les faire dans l'hôpital, on va plutôt le faire dans le centre de tri. Donc, Bruckmann a réouvert ce centre de tri. Donc, c'est des choses qu'on adapte. On a un petit plan de départ, mais qu'on adapte au fur et à mesure. Voilà. Ok. Est-ce que... Voilà. Ah, on a encore une petite question. Ah non, c'était un merci. C'était un remerciement cette fois-ci. Mais donc, on a quelques personnes qui nous disent que c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci, super clair. Voilà, que je rejoins tout à fait ces personnes. C'était vraiment très constructif. Merci beaucoup à tous les deux. Ce binôme était vraiment bien complémentaire. Donc, c'était chouette de vous avoir tous les deux avec vos domaines d'expertise respectifs. Donc, et merci beaucoup parce que je sais que votre temps est précieux en ce moment, autant pour l'un que pour l'autre. Et donc, vraiment, merci pour l'investissement et le dévouement pour la jeunesse bruxelloise et pour les autres personnes qui pourront aussi visionner par après, même qui n'étaient pas présentes, puisqu'on va pouvoir mettre ce webinaire sur les réseaux sociaux et que d'autres personnes pourront en profiter aussi et un peu mieux comprendre en fait la gestion de la crise Covid-19. Voilà, alors il y a des personnes qui confirment encore, qui disent oui, c'était très intéressant, merci à vous, à refaire, merci. Voilà, à refaire. Donc vous êtes disponible quand, Marie Abdullah? Ils vont me blacklister tous les deux. Ils crament ma fille, blacklisté complètement. Donc voilà. Merci à tous pour l'écoute et moi, ça a été un plaisir. Voilà. Merci à toi en tout cas. À tout bientôt à tout le monde. Bye bye. Ciao.